Avec un coût de construction de 5 milliards de dollars, le croiseur nucléaire Amiral Nakhimov est la fierté de la marine russe, disposant d'une puissance de feu suffisante pour anéantir des villes entières ou éliminer tout navire se dressant sur son chemin. Il est censé être l'un des navires militaires les plus redoutables que le monde ait jamais vus. Le genre de méga-innovation militaire dont le président russe, Vladimir Poutine, adore se vanter. Mais il a été rendu presque entièrement inutile par les forces armées ukrainiennes sans même qu'elles aient besoin de tirer un seul coup de feu. Voici donc l'histoire complète de la vie et de la mort effective de l'amiral Nakhimov. L'histoire de l'amiral Nakhimov a commencé avant même l'existence de la Russie moderne. C'est le 17 mai 1983, à l'époque de l'Union soviétique, que ce navire a été mis en chantier, la construction commençant officiellement au chantier naval de la Baltique à Saint-Pétersbourg, alors connu sous le nom de Leningrad. Il a été lancé quelques années plus tard, le 25 avril 1986, et mis en service le 30 décembre 1988. À l'époque, il était connu sous le nom de Kinen, et il est officiellement entré en service dans la flotte du Nord le 20 et 1 avril 1989. Il a été rebaptisé quelques années plus tard, en 1992, en l'honneur du célèbre amiral de la marine Pavel Stanovich Nakhimov, qui a mené la marine impériale russe à une victoire historique lors de la bataille de Sinope pendant la guerre de Crimée en 1853. Construit pendant la guerre froide, ce croiseur de bataille de classe Kiraov possédait de vastes capacités offensives et défensives et est le plus grand navire de guerre de surface à avoir été construit depuis la Seconde Guerre mondiale, sans compter les porte-avions. Il mesure plus de 823 pieds, 250 et 1 mètre, avec une largeur d'un peu plus de 93 pieds ou 28,5 mètres, un tirant d'eau de plus de 33 pieds ou 10,3 mètres et un déplacement maximal de 28 000 tonnes à pleine charge. Il était équipé d'un vaste arsenal décrit par la communauté du renseignement américaine des années 1980 comme ayant un éventail d'armes qui en fait l'un des navires de guerre de surface les plus puissamment armés au monde. Ces armes comprenaient 20 missiles et lanceurs anti-navires, P-700 Granite, 12 lanceurs solaires S-300F avec 96 missiles au total et une paire de batteries de missiles solaires 4K-33, OSA avec un total de 40 S, AM individuel à bord à tout moment. Le Nakhimov disposait également d'un canon bitube, AK 130 de 130 mm à double usage, d'un ensemble de lance-missiles anti-sous-marins RBU-6000 et RBU-1000, de 10 tubes lance-torpilles de 533 mm et de 6 systèmes d'armes rapprochés Cortic. Cela le rendait suffisamment puissant pour remplir son objectif principal de contrer les sous-marins de l'OTAN et les groupes d'attaque de porte-avions. Il a également été construit avec une plateforme d'atterrissage pour hélicoptères et suffisamment d'espace de stockage sous le pont pour abriter jusqu'à 3 hélicoptères Kamov Ka-116 A-27. De plus, malgré son énorme taille, il était capable de dépasser les vitesses de 30 nœuds ou 34,5 miles par heure grâce à un système de moteur spécial qui utilisait à la fois la vapeur et l'énergie nucléaire, ainsi qu'une paire de turbines à vapeur connectées à un réacteur nucléaire. K. N3 avec une chaudière à mazout pour fournir une puissance supplémentaire aux besoins. Grâce à ce système, le Nakhimov bénéficiait d'une autonomie presque illimitée lorsqu'il fonctionnait à des vitesses plus basses et d'une vitesse de pointe de 25 nœuds ou 29 miles par heure lorsqu'il fonctionnait uniquement à l'énergie nucléaire, qui pouvait dépasser la barre des 30 nœuds avec l'utilisation d'une chaudière à mazout. En plus de tout cela, le Nakhimov avait suffisamment d'espace à bord pour un équipage de plus de 700 personnes.
En bref, c'était un navire redoutable et une perspective effrayante pour toute force de l'OTAN rencontrée en et eau libre. Mais après la fin de la guerre froide en 1991, l'amiral Nakhimov a lentement commencé à perdre de sa pertinence. Les années ont passé et il y avait de moins en moins besoin de justifier que la Russie continue d'exploiter un navire de guerre aussi énorme et coûteux. En tant que tel, le Nakhimov a effectué de moins en moins de voyages, culminant avec son dernier voyage du 20e siècle en juillet 1997. En 1999, il a été remorqué à Severodvinsk initialement pour subir des réparations qui se sont ensuite transformées en un projet de rénovation vaste et extrêmement coûteux. Pendant plus de 2 décennies, le Nakhimov est resté sur place au chantier naval de Sevmash. Petit à petit, le navire a été mis aux normes modernes, mais le projet n'a pas été sans problème. Il a dépassé le budget et le calendrier. En effet, à de nombreuses reprises, des responsables comme le directeur de Sevmash, Nikolai Kalistraov, ont affirmé que le projet serait bientôt terminé et que le navire reprendrait du service. Mais la rénovation du Nakhimov a fini par prendre près d'un quart de siècle au total. Elle a également coûté la bagatelle de 200 milliards de roubles, soit environ 5 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des programmes de modernisation militaire les plus coûteux jamais enregistrés pour un seul navire. Visant à prolonger la durée de vie du navire et à le rendre plus pertinent et viable dans les conditions de combat modernes. La refonte a entraîné plusieurs changements majeurs dans l'arsenal offensif du Nakhimov. Les lanceurs de missiles anti-navires P-700 Granite, obsolètes par exemple, ont été retirés et démantelés, selon des sources russes, avant d'être remplacés par 80 lanceurs universels, UKSK, 3 S-14, qui sont capables de tirer certains des missiles modernes les plus puissants de Russie, comme les calibres, Onyx et Zircon. Le projet comprenait également l'ajout de nouveaux systèmes radars, améliorant les capacités de connaissance de la situation du navire, et un canon naval AK 192M de 130 mm. D'autres armes de proximité, des canons et des roquettes et torpilles anti-sous-marines ont également reçu des améliorations itératives, et la batterie de défense aérienne du navire a été modernisée avec le dernier système S-400 remplaçant le S-300 de l'ère de la guerre froide. Ces améliorations ont permis de faire entrer l'amiral Nakhimov dans le 20 et 1e siècle, lui conférant des capacités d'attaque terrestre à longue portée. Les missiles de croisière calibre, par exemple, qui coûtent près d'1 milliard de dollars chacun, peuvent transporter des ogives, pesant jusqu'à 1100 livres, 500 kg, et atteindre des vitesses maximales allant jusqu'à Mach 3, soit 3 fois la vitesse du son, ce qui représente environ 2300 miles par heure. Avec des conceptions de carburant solide à plusieurs étages et des moteurs à turboréacteurs intégrés, certains de ces missiles avaient la puissance de frapper des cibles situées à environ 1500, 50 miles ou 2500 km, et ils se sont avérés particulièrement efficaces pendant la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Les forces du Kremlin ont tiré un grand nombre de missiles calibres sur des villes ukrainiennes et des sites militaires, ce qui a entraîné un grand nombre de morts et de blessés, ainsi que des dommages importants aux bâtiments, aux ports et aux infrastructures précieuses. Les missiles P-800 Onyx, 2 se vantent également de spécifications techniques impressionnantes, notamment une portée opérationnelle de 370 miles ou 600 km et des vitesses maximales de Mach 2,9 ou 1998 miles par heure. Les Zircons, quant à eux, sont les plus rapides des trois, se qualifiant dans la catégorie des missiles hypersoniques. Ils peuvent atteindre des vitesses maximales de Mach 9 ou près de 7000 miles par heure, ce qui les rend incroyablement difficiles à intercepter et garantit que toute force ennemie recevant une frappe de Zircon n'a presque pas le temps de réagir et d'y répondre.
Avec une portée opérationnelle effective de plus de 620 miles ou 1000 km, ces missiles peuvent causer des dommages dévastateurs aux cibles proches et lointaines. Avec ses armements supplémentaires, le croiseur lance-missiles à propulsion nucléaire Nakhimov est plus puissant que jamais, du moins sur le papier. Et en 2025, après plus de 25 ans en cale sèche, ce colossal croiseur de bataille a commencé ses essais en mer avec des plans pour le réintroduire au service militaire l'année suivante. Cette nouvelle aurait dû et aurait pu susciter des inquiétudes dans les rangs ukrainiens, car un croiseur de cette taille et de cette force pourrait potentiellement permettre à la Russie d'affirmer sa domination dans des plans d'eau comme la mer Noire, tout en donnant au Kremlin une autre plateforme de lancement pour ses frappes de missiles meurtrières sur les villes, les bases militaires et les sites civils de l'Ukraine. La Russie, quant à elle, aurait dû se vanter fièrement de son nouveau navire surpuissant, prêt à faire pleuvoir le feu et la destruction sur son ennemi, et à mener la charge vers une victoire écrasante et complète dans une guerre qui fait rage depuis bien plus longtemps que quiconque. Même Vladimir Poutine ne l'avait jamais prévu. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, à huis clos, les responsables russes seraient en train de remettre en question la décision coûteuse de rénover le Nakhimov en premier lieu. Alors que les analystes occidentaux qualifient de l'ensemble du projet de gaspillage massif de temps et d'argent, l'Ukraine, quant à elle, a réussi à réécrire les règles de la guerre navale de manière si extensive qu'un grand navire comme celui-ci ressemble davantage à un fardeau coûteux et encombrant qu'à un élément de matériel inestimable. En d'autres termes, le Nakhimov nouveau et amélioré n'est pas aussi mortel ou dévastateur qu'il n'y paraît au premier abord, mais est plutôt un autre rappel coûteux des doctrines dépassées et de la puissance militaire en déclin de la Russie. 28 000 tonnes de poids, morts avec peu ou pas de chance de jouer un rôle décisif ou déterminant dans le reste de la guerre avec l'Ukraine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est le genre d'information que vous voulez, assurez-vous d'être abonné à Military Show. Nous décomposons les choses comme ça chaque semaine. Sur le papier, l'amiral Nakhimov devrait être l'un des éléments de matériel les plus précieux et les plus vitaux de l'ensemble de l'arsenal russe. Il devrait être là, en ce moment même, en train de prendre des positions stratégiques dans la mer Noire, en menant des frappes de missiles bouleversantes sur des cibles de grande valeur disséminées sur le territoire ukrainien. Il devrait inspirer la peur aux forces armées ukrainiennes tout en servant de rappel constant et inébranlable de la riche histoire militaire et de la force inégalée de la Russie. Mais il ne fait rien de tout cela. Pourquoi? Parce que les temps ont changé. Il fut une époque où un colosse de croiseurs comme celui-ci aurait été un avantage militaire extraordinaire, la fierté de presque toutes les marines du monde. Pendant des années, la Russie a parlé de remettre le Nakhimov au goût du jour et de le réintroduire au service militaire. Et pendant des années, c'était une perspective effrayante pour les ennemis du pays à travers le monde. Mais plus maintenant. Un croiseur géant doté de systèmes de lancement vertical modernisés et de douzaines de missiles à bord n'est plus la menace qu'il était autrefois. Parce que ce n'est plus l'ère des vastes navires de guerre dominant les vagues de l'océan. C'est l'ère des drones, bon marché, simple, mais remarquablement efficace lorsqu'il s'agit de causer des dommages et d'effacer des cibles de la carte. Les drones sont devenus le facteur dominant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette dernière s'avérant particulièrement efficace pour développer des modèles innovants qui changent la donne, capables de voyager à la fois par voie aérienne et maritime pour traquer et éliminer toutes les cibles sur leur chemin. Comme l'expriment les experts navals et l'analyste du renseignement en source ouverte H.E. Sutton dans un article pour Naval News, les drones de surface ukrainiens, USV, présentent des énigmes défensives apparemment insurmontables pour la flotte russe, beaucoup plus importante, en mer Noire. Ainsi, alors que les drones navals ukrainiens mettent en bouteille la flotte de la mer Noire dans le port, la marine russe s'est effectivement chargée d'un fardeau auto-infligé, s'accrochant désespérément à la grandeur fanée de la guerre froide.
En d'autres termes, la Russie semble toujours coincée dans une époque révolue. Une époque où les navires de guerre, battant des records, d'une taille et d'une force stupéfiantes, étaient le summum de la puissance navale. Une époque où les pays du monde entier rivalisaient pour construire les navires les plus grands et les plus sophistiqués, dotés des lanceurs de missiles et des systèmes de défense aérienne les plus récents et les plus performants. Mais la vérité est que cette époque est révolue. Aujourd'hui, même les forces militaires les plus grandes et les plus puissantes du monde s'éloignent de la construction de navires de guerre valant des milliards de dollars. Elles consacrent davantage de temps et d'énergie aux drones et aux plateformes nécessaires à leur lancement. La Chine, par exemple, travaille sans relâche à l'expansion de son éventail de plateformes de drones sans équipage en eau libre. Et les États-Unis, eux aussi, investissent beaucoup d'argent et de main-d'œuvre dans la construction d'une flotte de drones navals pour suivre le rythme de leurs ennemis dans cet aspect de plus en plus important de la guerre moderne. La Russie, quant à elle, a jeté des milliards de dollars dans la modernisation d'un navire qui ne semble plus avoir beaucoup de place dans le monde d'aujourd'hui. Comme le poursuit Sutton, l'avenir de ces grands navires de combat de surface à l'ère de la guerre sans équipage semble de plus en plus discutable. Même avant les drones, le fait de concentrer autant d'argent et de puissance de feu dans une seule coque était ouvert à la contestation. Mais aujourd'hui, c'est encore plus douteux. Bien que les drones ne puissent pas actuellement remplir tous les rôles des navires à équipage, la menace qu'ils créent et la façon dont ils remodèlent la guerre navale sont réelles. Et l'Ukraine a ouvert la voie à cet égard, repoussant et brisant constamment les limites de la guerre des drones, maintes et maintes fois, au cours du conflit. Jusqu'à présent, il y a eu d'innombrables cas enregistrés d'équipes de drones ukrainiennes éliminant des actifs navals russes de grande valeur. Fin 2025, par exemple, l'armée ukrainienne a utilisé des drones sous-marins pour faire sauter un sous-marin russe de classe Kilo, qui était amarré dans le port de Novorossiysk à l'époque. Le sous-marin était estimé à environ 400 millions de dollars, tandis que les types de drones utilisés pour le détruire sont évalués à des centaines de milliers de dollars. Cela montre à quel point il est plus intéressant, à l'heure actuelle, d'avoir un large éventail de drones relativement peu coûteux, parmi lesquels choisir, plutôt qu'un petit éventail de navires de guerre extrêmement coûteux. Souvent, il suffit d'un ou deux tirs de drones bien placés pour que des millions, voire des milliards de dollars de matériel militaire partent en fumée ou coulent au fond des océans. Et il y aura beaucoup d'autres exemples de cela depuis 2022, avec divers sous-marins, péniches de débarquement, croiseurs et autres navires russes frappés, endommagés et même entièrement détruits par des drones ukrainiens. On en est même arrivé au point où les commandants russes ont peur de déployer réellement leurs navires, y compris des navires comme le Nakhimov, parce qu'ils savent que les équipes de drones ukrainiennes scrutent les mers et pourraient facilement lancer des attaques ciblées, précises pour les éliminer avec une précision et une efficacité impitoyables, le tout en un clin d'œil. En fait, Kiev a coulé la flotte russe sans même avoir besoin de tirer un seul coup de feu. Comme le note Sutton, en mer Noire, la marine russe est essentiellement confinée au port en raison de la menace insaisissable mais persistante des drones de surface ukrainiens. Il poursuit en notant que même si ces drones ne sont pas aussi puissants que les missiles Onyx et Calibre, ils sont toujours assez puissants pour causer des dommages qui changent la donne tout en étant suffisamment petits et agiles pour échapper même aux systèmes de défense rapprochés les plus sophistiqués utilisés par la Russie aujourd'hui. Et peut-être que le plus grand avantage de tous en ce qui concerne les drones navals par rapport aux grands navires est le suivant. Ils sont sans équipage. Cela les rend donc consommables. L'Ukraine pourrait envoyer 100 drones sur un navire russe. Tant que quelques-uns d'entre eux atteignent la cible et causent des dommages, c'est une mission réussie sans qu'aucune vie ukrainienne ne soit perdue ou même mise en danger dans le processus. Du côté russe, même les blogueurs militaires nationalistes les plus endurcis ne vont pas se donner la peine de célébrer la destruction de quelques dizaines de drones ennemis. Mais si l'Ukraine peut éliminer un navire russe et son équipage, qui peut parfois être composé de dizaines, voire de centaines de soldats russes,
C'est le genre de victoire qui vaut la peine d'être célébré. Le prix radicalement moins élevé des drones par rapport aux navires de guerre, aux frégates, aux sous-marins et aux péniches de débarquement les rend encore plus dispensables. Les navires de guerre, quant à eux, coûtent tellement cher à fabriquer et à entretenir. Ils doivent être traités avec un soin exceptionnel. Les opérations doivent être planifiées avec une précision d'expert, jusque dans les moindres détails. Et même la plus petite négligence ou erreur peut entraîner des pertes catastrophiques. Et même si les navires de guerre russes sont vastes et imposants, ils ne sont certainement pas insubmersibles. Cela a été prouvé en 2022, au début de la guerre, lorsque le célèbre croiseur lance-missiles Moskva, le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, a été coulé par des missiles Neptune ukrainiens. Cet incident a mis en évidence la vulnérabilité surprenante des grands navires de guerre sans défense ponctuelle et capacité de contrôle des dommages suffisante. Il n'est pas difficile d'imaginer l'amiral Nakhimov subissant un sort similaire s'il venait à se retrouver dans des eaux hostiles ou à être la cible d'une frappe de drones ou de missiles ukrainiens bien orchestrés. Comme l'écrit Sutton, les grands navires, comme celui-ci, peuvent être particulièrement impressionnants en temps de paix. Mais lorsqu'il s'agit de scénarios de combats sémaux réels, ils ne sont en fait pas aussi invulnérables qu'ils le semblent. En effet, beaucoup ne sont pas mieux blindés que les petits navires qui se cachent dans les ports russes de la mer Noire. Ainsi, la Russie aurait peut-être mieux fait de tirer les leçons du Moskva et d'investir davantage d'argent dans les systèmes de suppression des incendies et de contrôle des dommages pour son projet de modernisation du Nakhimov plutôt que de se soucier autant de ses capacités offensives et du nombre de missiles à bord. Au lieu de cela, comme dans tant d'autres cas, lorsque le pays a gaspillé des sommes exorbitantes dans des désastres similaires, la Russie continue de faire preuve d'un niveau d'obstination étonnant et d'une résistance remarquable à évoluer avec son temps. Elle continue de vivre dans le passé, en jouant selon un règlement que le reste du monde a déjà abandonné. En fin de compte, Sutton est l'un des nombreux analystes à qualifier le Nakhimov davantage de projet de vanité, axé davantage sur la perception de la puissance que sur une valeur militaire réellement pratique. Et le coût de ce projet de vanité ne s'arrête pas à la modernisation. Un navire de cette taille entraînera également un budget d'entretien considérable. Plus le temps passe et plus la Russie doit dépenser, plus il devient probable que la marine du pays décide finalement de limiter ses pertes et de désarmer le navire. Pendant ce temps, l'ennemi numéro 1 de la Russie, les États-Unis, mettaient déjà en service des navires de guerre dotés de capacités d'attaque terrestre de type Nakhimov dès les années 1980. En fait, certains des meilleurs croiseurs américains, comme les navires de la classe Ticonderoga, qui sont entrés en service en 1983, sont sans doute encore plus redoutables que le Nakhimov aujourd'hui. Ils peuvent être équipés de jusqu'à 122 cellules de lancement vertical, par exemple, tout en déplaçant moins de 10 000 tonnes. En comparaison, bien qu'il soit beaucoup plus grand, le Nakhimov ne dispose que d'environ 80 cellules. Ainsi, non seulement le Nakhimov est effectivement inutile dans la guerre avec l'Ukraine, mais il est également dépassé de plusieurs décennies par rapport au matériel américain de pointe. En fin de compte, comme le char T-14 Armata russe, qui a également été mis en avant par Poutine et ses acolytes du Kremlin, mais qualifié de projet de vanité inutile par ses détracteurs, le Nakhimov semble avoir beaucoup plus de style que de substance. Encore un autre atout visuellement impressionnant que la Russie peut se faire plaisir à montrer lors des défilés navals, mais qui ne parvient pas à apporter une valeur militaire réelle digne de ce nom. Et ce n'est pas seulement en mer que la Russie met en service des actifs coûteux et obsolètes. Cette vidéo explore comment les principaux chars de combat du pays se sont avérés totalement inutiles dans les combats directs avec les forces armées ukrainiennes. Vous pouvez également consulter cette analyse détaillée de 5 des soi-disant super-armes russes qui ont totalement échoué sur tous les fronts. Et enfin, assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres analyses perspicaces et des reportages d'actualité militaire.